Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette chapelle des Dames du Saint-Sacrement à Mons, un lieu bien connu en plein cœur de la ville, à 2 pas à peine de la Grand Place. En 2006, un couple passe ici devant cette chapelle désaffectée depuis une vingtaine d'années et se dit tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas vivre tout simplement en réaménageant cette chapelle? Ils ont tenu leur pari jusqu'au bout. On va donc découvrir cette transformation après le sommaire. Certaines façades bruxelloises de la période Art Nouveau sont ornées de décors très spécifiques, les sgraffites. Paul et Caroline ont voulu agrandir leur habitation et c'est l'extension qui est devenue le cœur de la maison. Voyager dans le temps, c'est exactement ce que proposent Hector et Florimone dans leur ferme de Picardie. Robert va fabriquer un magnifique fauteuil design pour Chloé. Mais de qui s'est-il inspiré pour le dessiner ? Eh bien la voici, cette chapelle vue de l'extérieur, une chapelle, Nicolas, qui date du 19e siècle. Au départ, c'était même un ensemble. Il y avait le couvent à côté. Oui, c'est ça. Donc c'était un ancien couvent qui reprenait une grosse partie de la rue avec cette chapelle. Le tout est à l'abandon depuis une vingtaine d'années. La chapelle était conservée, donc nous, on a flashé, on s'est dit ok, c'est un beau projet pour installer une habitation. Est-ce que vous étiez déjà rentré dans cette chapelle auparavant? Oui, on était rentré, c'était squatté, totalement défraîchi, mais ça ne nous a pas du tout découragé. Convaincu du concept, on a foncé. Convaincu aussi du potentiel renfermé par cette chapelle. On y va. C'est étonnant, quand on pousse les portes de cette chapelle, on arrive dans cette salle qui a gardé son cachet. On n'est pas encore du côté privatif, si on peut dire. Non, le privatif, l'idée c'était vraiment de tout de suite l'avoir à l'étage et de voir vraiment cette salle au niveau du rez-de-chaussée qui restait très unitaire et polyvalente, quoi. Oui, parce que vous organisez de temps en temps des concerts ou des manifestations culturelles pour aller chez vous, alors on va par où? Allez. Alors cet accès vers l'habitation, il a été découvert un peu par hasard en cassant un mur. Oui, voilà, c'est ça. Donc on voulait pouvoir trouver cet espace qui venait se glisser entre les deux pour pouvoir avoir cet accès indépendant qui ne vient pas manger la salle en bas. Et je suppose que c'est par là. Oui, tout à fait. Allez. Voilà, quand on rentre dans cet espace de vie, on retrouve bien entendu des détails comme les vitraux, comme aussi toute cette architecture typique de la chapelle, mais on retrouve avant tout une habitation. Presque standard, on va dire, ouais. Donc avec ce premier plateau qui sert de séjour, avec cuisine, salle à manger, salon. Le deuxième, c'est l'espace parents avec l'espace bureau en même temps. Et puis le dernier, c'est le grand plateau qu'on a réservé aux enfants, dans lequel ils ont leur dortoir et la salle de bain. Eh ben, je vous propose d'aller vous balader un tout petit peu dans ces plateaux, et puis on va continuer évidemment cette visite dans quelques instants. Et bien voilà, nous voici à l'étage des parents, la chambre est ici. Là, on se trouve dans votre bureau, Barbara, avec cette vue, hein, bien entendu, c'est ce qui caractérise cet espace. Quand Nicolas vous a dit on va acheter cette église, qu'est-ce que vous êtes dit à ce moment-là? Il est fou? Oui, il est fou, oui. Oui. Enfin, il est fou surtout. Moi, je voyais pas trop où il voulait en venir. Lui est architecte, moi pas du tout, c'est pas mon boulot. Donc, il m'a proposé des plans. J'ai vu plus ou moins, mais pas encore totalement. C'est vraiment quand c'était fini où je me suis dit, ah oui, voilà. Et quand les amis viennent ici, je suppose que c'est un peu toujours la même réaction. Oui, il trouve ça super, il trouve ça très original, fatalement, tout le monde n'a pas ce genre de maison. Et très étonné parce que bon, les amis très proches l'ont visité avant transformation et eux-mêmes se demandaient qu'est-ce qu'on va en faire, quoi. Une telle luminosité, une vue sur le beffroi, ça personne ne se l'imaginait. Ça manquait de lumière au départ. Voilà, ah oui, cruellement, oui. Ici,
ici, dans cette chambre, Virginie, on va vraiment profiter de l'architecture de base de la chapelle. Alors oui, ici, on est vraiment sous la voûte de la chapelle. Et donc, on l'a mise en valeur, non pas par une couleur, mais on l'a laissée en blanc. Et donc, quelque part, elle contraste avec les parois qu'on a sur le côté. Et derrière nous, on a profité de la voûte pour mettre en couleur le fond et faire une tête de lit. Et de l'autre côté, vous avez un papier peint. Et toutes ces matières donnent une atmosphère très particulière et très chaleureuse à l'espace. Et cet espace est très ouvert vers la pièce de vie située un étage en dessous, vers aussi ce dressing qui est modulable. Oui, alors beaucoup de circulation et effectivement, on va retrouver un dressing et une pièce supplémentaire qui peut servir de chambre éventuellement s'il y a un nouveau-né, comme ça, il est proche des parents. Chut, on m'a dit qu'il y en avait peut-être un qui était prévu, mais on n'en parle pas aujourd'hui. Par contre, ce que l'on va découvrir, eh bien, c'est ce portrait consacré à une artisan, Elvira Iozzi, artisan ou artiste plutôt, spécialisée dans les graphites. Muriel Charon ne s'en lasse pas. Depuis qu'elle a rénové la façade de sa maison d'inspiration Art Nouveau, elle aime en contempler les sgraffites. Sgraffite, un mot qui signifie griffer en italien, car ces dessins sont en fait gravés sur différentes couches d'enduit et de pigments colorés. Une technique qui ne date pas d'hier, les Romains l'utilisaient déjà pour embellir leurs édifices. Ce sont des petites touches comme ça de peinture, mais ça donne un cachet extraordinaire à une façade en fait qui pourrait paraître tout à fait commune et sans importance. Les gens maintenant, quand ils passent dans la rue, de plus en plus souvent, j'en vois qui passent avec le nez en l'air. Très peu d'artisans sont aujourd'hui en mesure de restaurer ou de réaliser des sgraffites. Parmi eux, Elvira Iozzi est à l'origine restauratrice de tableaux. C'est donc sur le terrain qu'elle a acquis son savoir-faire. Nous la suivons dans le centre de Bruxelles, sur un chantier où de nombreuses œuvres sont à restaurer. Il y en a eu beaucoup qui ont disparu derrière des cimentages où on a fait n'importe quoi comme restauration. Donc il y a une prise de conscience et je trouve ça important de pouvoir transmettre ça aux générations futures. Ça va? Bah oui, ça va, je trouve que juste le pigment il tire un peu sur le... La génération future, la voici justement. Stéphanie Marx est en train de terminer sa formation. Sur cette façade, les sgraffites présentent des dommages plus ou moins importants selon leur exposition au ruissellement et à la pollution. Dans l'esprit de l'époque Art Nouveau, les motifs étaient souvent féminins ou végétaux. Les auteurs ne les signaient pas toujours, mais leur patte est pourtant souvent reconnaissable. Par exemple ici, grâce à la marguerite, on peut dire que ce sgraffite a été dessiné par Privalivement. Dans ce quartier tout proche, jetons un œil sur la maison de Baudouin-Arvaux, sur laquelle Elvira vient de terminer de nouveaux sgraffites. C'était pour lui un rêve d'enfance et des aides publiques assez significatives lui ont permis d'en soulager le coût. C'est joli. Avec la dorure, ça vibre bien. Ah oui, tout ça, je sors maintenant. Oui. On dirait que c'est d'ailleurs une nouvelle maison maintenant. C'est magnifique sur les façades, mais j'ai préféré une tête de femme au lieu d'une tête d'homme. Pourquoi? Ben, parce qu'une femme, c'est plus joli que les hommes. Hein. Il y a une centaine d'années, à la grande époque des sgraffites, les communes organisaient régulièrement un concours des plus belles façades. Voilà peut-être une idée à remettre sur pied. On l'a un tout petit peu abordé avec Barbara, mais la question de la lumière ou de l'apport de lumière à l'intérieur de l'habitation, c'était vraiment une question primordiale. Oui, surtout qu'on voulait conserver l'enveloppe extérieure la plus authentique possible et donc les ouvertures qui étaient là devaient être conservées. Donc on a supprimé différents vitraux ici en façade avant et en façade arrière. En façade avant, ça a permis de revenir appliquer un double vitrage avec une structure indépendante. Et en façade arrière, là, on a entièrement enlevé les vitraux et on est revenu avec une façade vitrée en arrière, ce qui a permis de créer cette cour couverte. Alors moi j'ai une petite question toute simple, comment est-ce qu'on applique un double vitrage sur une structure ancienne comme celle-ci? L'avantage c'est qu'il y a un encadrement complet en pierre bleue, donc on a pu à l'aide de différents éléments métalliques venir poser ces vitraux tout en conservant vraiment cette structure de pierre bleue telle qu'elle, quoi. Donc ils ont été posés par l'extérieur? Par l'extérieur, voilà, ils sont vraiment appliqués à l'extérieur et complètement agrafés sur les pierres bleues. Alors les vitraux qui sont restés eux d'actualité, là aussi vous les avez quelque part doublés? Oui, c'est ça. Donc il y a le vitrail Saint-Michel qu'on voulait conserver et qui est à l'intérieur de l'habitation. Lui a été doublé directement par l'extérieur. À ce moment-là, vraiment un verre qui a été collé directement au niveau des pierres bleues, qui a une structure vraiment très bonne. The world
retrouver votre âme d'enfant ici sous les toits, dans l'espace consacré justement aux enfants, où on profite à nouveau de l'architecture de base de l'habitation. Alors on profite de la charpente. Ici on avait une très très belle charpente avec une haute hauteur sur plafond et finalement on a conservé l'entièreté du volume mais qui est divisée grâce à la charpente puisqu'elle forme certaines travées. Alors dans chacune on va retrouver un espace derrière nous. On a l'espace pour les filles, on le sent, on a le rose et puis il y a ces petites tentures, ces petites fleurs un petit peu partout. À côté on a l'espace garçon. Un petit peu différent. Voilà, un peu différent. Et puis là on rentre dans la seule pièce cloisonnée finalement de cet étage, c'est la salle de bain. Voilà une salle de bain très vivante, très colorée. On sent vraiment l'univers enfantin. On a travaillé dans les teintes d'orange et de rouge, donc on retrouve vraiment un orange foncé sur la paroi et ça continue vraiment en toiture, donc ça donne un effet cocon avec une baignoire rouge dans une matière qui est assez chouette pour les enfants aussi. Et un travail sur le carrelage blanc au sol pour y avoir quelque chose de neutre et puis plein de petites taches de couleur sur les murs. Alors qu'est-ce qu'on peut faire quand on a une maison qui est mal orientée et pas très lumineuse finalement? Je le sais, vous m'avez donné la réponse. C'est vrai, on peut faire, par exemple faire une extension, mais une extension bioclimatique. On part du côté de Bi. Cette ancienne maison de briques rouges, avec ses petites ouvertures et ses pièces étroites, ne convenait plus vraiment à ses propriétaires. Mais comme Paul et Caroline aimaient bien leur grand jardin, ils ont choisi d'y rester en y ajoutant une annexe conçue en prenant le contre-pied de la maison d'origine. Nous avions besoin d'espace et de lumière. L'ancienne maison est petite et assez obscure. Ici, on a de l'espace et beaucoup de lumière. C'est ce que nous voulions, c'est ce que nous avons. Une annexe de 150 mètres carrés devenue le cœur de la maison. Les anciennes pièces sont toujours accessibles par un couloir, mais la vraie vie maintenant, c'est ici, entre ciel et jardin, à l'abri de ces larges baies vitrées. C'est ce rapport entre l'intérieur et l'extérieur qui fait la qualité d'une architecture. On est aujourd'hui dans un monde moderne où on peut s'ouvrir plus à l'extérieur et avoir une relation à la fois sécurisante mais dynamique avec le paysage. Et ça marche vraiment. Même par une journée de bonne grisaille automnale, le moindre rayon de soleil apporte de la vie. Concrètement, ce sont ces larges baies et l'ouverture d'une partie de la façade sur 2 niveaux qui donnent ce sentiment d'espace et un aspect contemporain. On arrive très vite à une architecture très contemporaine avec des grands vitrages. Et pour donner un contraste et un équilibre, utiliser des matériaux traditionnels est toujours une bonne recette. Des matériaux traditionnels, des pentes de toit bien définies, des maçonneries de couleur grise, c'était là les principales prescriptions urbanistiques de ce coin de campagne utoise. Caroline s'en est très bien accommodée. C'était presque un jeu aussi, vais-je dire, de s'amuser à faire une maison contemporaine en respectant les caractéristiques locales. On a trouvé des propriétaires qui voulaient se défaire d'une annexe en ruine et on s'est dit, ben voilà, la belle occasion pour pouvoir disposer d'une pierre locale pour réaliser l'extension. Mais derrière le parement de pierres anciennes, ce sont les matériaux bruts comme le béton et l'acier mis en œuvre dans la mezzanine par un artisan ferronnier qui prennent le pas. Là encore, l'architecte a recherché une sensation de contact avec la matière, histoire de rester zen. Un matériau brut a un effet psychologique sur les gens qu'il est vrai, qu'il est juste. On n'a pas besoin de le déguiser, de le maquiller. Le béton joue aussi un rôle capital dans la seconde caractéristique de la maison, son bioclimatisme. Grâce à l'exposition plein sud, la chaleur du soleil qui traverse les baies vitrées est stockée pendant la journée dans la masse du béton. Elle est restituée lentement le soir quand on en a le plus besoin. Et puis la maison est aussi très bien isolée et équipée. On a le capteur solaire, une pompe à chaleur en complément pour la production d'eau chaude aussi. On utilise l'eau de pluie pour les douches, les sanitaires. Donc on a un kit presque complet de ce qu'on appelle aujourd'hui l'architecture durable. Pour un coût total de 200 000 €, cette maison pratique, performante d'un point de vue écologique, fabriquée avec des techniques modernes mais aussi par des artisans traditionnels et locaux, est en parfaite harmonie avec la philosophie de ses propriétaires qui peuvent sereinement regarder changer le ciel au fil des saisons. Nicolas, avec un tel volume, il fallait bien entendu réduire les coûts aussi. Donc vous avez énormément travaillé finalement dans cette habitation. Oui, donc tout ce qui était démolition, évacuation et tous les travaux accessibles, on les a faits. Et puis notamment, par exemple, le chauffage sol, qui est une technique finalement assez simple à faire au niveau de la pose, on s'y est collé nous-mêmes. Quoi, un particulier peut réaliser facilement un chauffage au sol? Oui, c'est ça. Donc sur base d'un bon support, avec un bon plan en général fourni par le producteur, il n'y a aucun problème, quoi. Donc ça voulait dire aussi, s'il y a chauffage au sol, c'est que l'univers, ou plutôt l'architecture, se prêtait aussi à ce genre de
de chauffage. Oui, tout à fait. Donc, comme on crée des nouveaux planchers, c'était tout à fait facile d'intégrer toutes ces nouvelles technologies et avoir quelque chose de très confortable et de très contemporain. Alors, il y a encore un petit détail qui vous a permis aussi de réduire quelque peu les coûts dans la salle de bain. Mais pour ça, évidemment, il y a notre Virginie nationale. La voici, cette idée toute simple, c'est de percer le mur pour créer ces ouvertures. Voilà, alors à l'aide d'une carotteuse, en général c'est un outil pour faire différents trous circulaires dans différentes matières. Là on y va. Ici, on est passé à travers l'épaisseur complète du mur. 80 cm quand même. C'est pas mal pour amener de la lumière. Et alors de l'autre côté, en façade, on a appliqué une brique de verre qui permet de laisser entrer de la lumière. Et puis c'est aussi un moyen de faire des ouvertures avec un petit budget. Le tout bien entendu agrémenté par ces petites taches de couleur qui eh bien, donnent une atmosphère bien particulière à cette salle de bain. On quitte l'univers 19e siècle de cette chapelle pour nous plonger littéralement en plein 18e avec cette chambre d'hôte. Une ancienne fermette réhabilitée dans le plus strict respect de son authenticité. Bienvenue au Cernail, en Picardie. Les maîtres des lieux ont entrepris d'aménager ici plusieurs chambres d'hôtes en donnant libre cours à leur passion commune pour le siècle des Lumières. Et c'est souvent paré d'un costume d'époque et de leur nom de scène, Hector et Florimond, qu'ils vous parlent du 18e. Moi, je dis toujours qu'à la Révolution, on a coupé la tête aux gens qui détenaient ce savoir, qui avaient le bon goût. Alors, ils avaient peut-être d'autres défauts, mais ça, ils détenaient quand même ce bon goût. Du côté de l'habitation privée, chaque pièce est une invite à la rêverie. Florimond a parcouru brocantes et salons d'antiquité pour chiner lambris, tableaux et candélabres, tous certifiés 18e. Ces objets recréent ici une ambiance romanesque. Ils ont tous une histoire à raconter et à transmettre. Ils ont passé 300 ans, ils vont repasser, je sais pas, 10 ans, 20 ans chez moi, 30 ans. C'est pas un investissement que je fais, c'est un achat plaisir. Chemin faisant, le visiteur va de surprise en surprise. Car ici, des animaux empaillés au lit à la polonaise, tendus de soie damassée, tout est mis en scène. Une théâtralité très 18e siècle qui se retrouve aussi de l'autre côté de la cour, dans l'ancienne grange aménagée en chambre d'hôte. Bonjour. Pour le petit déjeuner, je vais vous faire le petit feu. L'aspect ludique, c'est, je pense, bien l'aspect fondamental de l'affaire, quoi. Il faut trouver du plaisir. Oui, c'est ça qui nous plaît, quoi. C'est que les gens, on les change de domaine, on les change d'univers. Et ça, c'est les faire chercher. À l'étage, 2 chambres très spacieuses. La première, reconnaissable à ses cornes de cerf, a judicieusement été nommée la Montespan, un clin d'œil au cocu le plus connu de l'histoire de France. Côté rue, la chambre Marie-Antoinette, tout aussi romantique et raffinée, elle continue à faire frémir certains invités. Quand il rentre dans la Marie-Antoinette, il me regarde d'un air inquiet en me disant « Mais dites donc, on va pas finir comme elle ». Je dis « Mais non, pas du tout, rassurez-vous ». Le plus souvent pour 1 ou 2 nuits, les clients de passage goûtent ainsi à un véritable voyage dans le temps, dans un décor fastueux qui rend hommage aux différents styles du 18e. Il paraît même que certains soirs, à la faveur de la nuit, il est possible d'apercevoir de petits fantômes de l'histoire à la mode 18e qui déambulent discrètement sur le chemin des cuisines. Rapidement, Virginie, on parle de 2 éléments dans cette cage d'escalier. Le premier élément, eh bien, c'est justement le matériau utilisé pour les marches. Voilà, ici on a travaillé avec une tôle d'acier qui a été pliée, donc vraiment suivant les marches. C'est une tôle d'acier larmée, ça c'est un petit détail. Le petit relief que vous avez dessus est un relief antidérapant et on a permis ici de suivre la courbe de l'escalier jusqu'en bas, l'escalier qui a une forme particulière, en encastrant la tôle de part et d'autre dans les murs latéraux. Et puisque vous parlez de murs, je voudrais que l'on parle aussi du traitement de ces murs. Ils ont été, bien entendu, repeints. On utilise quoi, une peinture spéciale? Alors ici, ils ont préalablement été décapés, donc ce qui restait de plafonnage et tout ça est parti. Ils n'ont pas été sablés, mais ils sont quand même soigneusement nettoyés. Et alors, on va utiliser une peinture, effectivement, à consistance épaisse pour pouvoir vraiment boucher toutes les aspérités qui sont là. Une peinture de façade, par exemple. Allez, on découvre le truc de Robert.
mais ça va pas la tête, qu'est-ce que vous faites dehors? Il fait froid. Mais non, c'est le grand air, détendez-vous aussi, vous. Quoi, à moins 1 degré, ça vous détend? Mais oui, vous allez voir, faites comme moi, asseyez-vous. Oh, c'est dommage, j'ai pas de fauteuil. Vous n'avez pas de fauteuil, on va en faire un, si ça tient qu'à ça. Ah oui, non, mais je dis ça pour elle. En y réfléchissant, je me disais, la chaise que vous avez faite, elle est quand même assez géniale. Oui. Non, non, le design, vous pourriez le déposer. On va surtout commencer par déposer les planches, puis on va la faire, la chaise. Dites, dossier assise, on commence par quoi? Vous avez une préférence? L'assise. En fait, dossier ou assise, c'est le même principe. On joue chaque fois avec des modules de 3 planches, 15 cm de large, 45 cm de long, et on va les équerrer. C'est simple et en même temps, il faut être très précis parce que sinon, au bout du compte, le meuble sera de gain, quoi. Un petit martyr? Une planche martyr. Ouais, enfin, on se comprend. Comme ça? On vérifie avec la tête de vis, encore un peu. Elle n'est pas accordée. Elle n'est pas juste. On poursuit le préforage? Absolument. Alors d'une part, il faut faire attention à bien équerrer tout ça. Et puis c'est à ce moment-ci qu'on détermine un écart bien régulier entre les planches. Voilà, on va passer à l'assise. Non, au dossier. Ah non, l'assise. Bah, de toute façon, c'est la même chose, donc... Oui, c'est vrai que c'est la même chose sur le principe, mais dans l'assise, l'écart entre les planches est un peu plus important. Ah, donc c'est pas vraiment la même chose. Non, c'est pas la même chose. Voilà pour l'assise. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, après l'assise, on va mettre les... on va faire les pieds. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais il faut que je vous explique. Mais c'est... Non, mais en réalité, le meuble, il n'est pas de moi. C'est de Rietveld. C'est un designer hollandais du début du siècle. C'est un meuble de 1934. C'est pas votre meuble? C'est pas vous qui avez fait ce meuble? Bah, j'ai quand même apporté ma petite touche personnelle. Je suis déçue. Non, mais Chloé, il y a ma touche personnelle. C'est du bois exotique. Lui, il a prévu en sapin. C'est pas la même chose. Bah, vous êtes revenu. Vous avez parlé de touche personnelle, alors... Bon, le pied, donc... Vous voyez, c'est une espèce de grand H comme ça. On va simplement le fixer 4 vis comme ceci, 4 vis comme cela. Préforage, vissage et... C'est pas Rietveld qui l'a inventé, ça. Alors voilà le pied du côté droit. L'assise va venir comme ceci. Et puis le dossier vient comme ça, comme c'est indiqué sur mon petit plan. Et la coudoir, comme ça. Exact. Attendez, ça c'est une mèche à métaux. Je vous mets une mèche à bois peut-être? Non, bois exotique dit mèche à métaux. Le bois exotique est tellement dur, tellement dense qu'il faut une mèche à métaux. Et donc c'est là-dessus qu'on va poser l'assise? En fait, c'est juste un guide provisoire pour l'assemblage. Ah, c'est tout? Oui, on le retire après. Excusez-moi de vous embêter, mais on retourne la bête, pied vers le haut. Et donc l'assise aussi est retournée, on la présente comme ceci et on va la visser par l'extérieur. Et donc on fait tout à l'envers? C'est un peu ça. Et ça, je présume que ce sont les accoudoirs. Vous présumez très bien. Ah, elle est belle, dites. Bon, bah je crois qu'on a fini. Je vais vite chercher une petite laine. Vous me la mettez dehors? D'accord. Merci. Ah. Allez, franchement, on n'est pas bien là? Oh, ça c'est sûr que ça détend là. Allez, à la semaine prochaine pour d'autres trucs. Oh, j'en avais envie depuis tout à l'heure. Sonnez cette cloche pour vous annoncer la fin de l'émission. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur notre page Facebook. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, surtout, portez-vous bien et n'hésitez pas à embellir vos maisons. Très bientôt, au revoir.